Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux aujourd'hui de vous emmener dans les conversations de l'espace donc vie Happy Rise, où on peut faire émerger et éveiller notre joie, hein, donc vraiment pour trouver notre alignement le plus profond de soi-même, et puis trouver aussi l'art du bonheur, de cultiver le bonheur dans sa vie. Aujourd'hui, je suis très très heureux de recevoir une personnalité qui m'a vraiment ému d'une part déjà, et puis aussi m'a inspiré beaucoup sur les épreuves qu'elle a pu vivre et comment surtout elle a transformé ces épreuves en lumière. Et merci vraiment Sandrine pour cette interview. Merci à toi pour cette invitation. Et donc je suis très heureux de recevoir Sandrine Diouf. Est-ce que tu peux te présenter, comment tu aimerais qu'on te présente, et la femme d'aujourd'hui, qui es-tu, et un peu qu'est-ce qui t'a façonné? Et si le bonheur commençait par une simple décision? The Happy Rise, c'est une invitation à s'écouter, apprendre à écouter ce qui vibre en nous et à remettre la conscience au cœur de chaque choix. Dans l'entreprise, c'est un chemin vers un leadership plus humain, plus inspiré, plus vivant, partagé et durable. Dans la vie de tous les jours, c'est apprendre à s'aligner, faire les choix qui vous ressemblent et vous rendent heureux, à retrouver la joie du sens. Savoir décider en conscience, c'est choisir d'agir avec le cœur. C'est faire émerger la joie, le sens et le bonheur. Hugues Allard. Rejoignez The Happy Rise. Je m'appelle Sandrine, tout court. Je suis maman de 2 grands-enfants. Je suis chef d'entreprise. Je suis une passionnée, une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'être humain. Quelqu'un de solaire, on va dire. Quelqu'un qui est positif toujours, malgré des fois des petits démons qui peuvent venir nous court-circuiter notre parcours, mais ça fait partie de notre construction et de notre reconstruction, on va dire. Tu dis des petits démons, je pense que tu as traversé quand même aussi des épreuves qui sont plus fortes que ça. Donc est-ce que tu Ouais, peux je nous dis en parler et comment petit, tu as fait? ouais. Je dis petit parce qu'il faut jamais dramatiser, parce qu'on dit si elles sont là, c'est que on devait les traverser, et si on m'a mis ces épreuves sur la route, c'est que je pouvais les surmonter. Les plus grosses épreuves que j'ai eu à faire, alors déjà jeune, j'étais dans la compétition, donc j'avais des épreuves, il fallait que je gagne à tout prix. Mais ça, c'est mon moi intérieur qui me disait de gagner, parce que j'aime pas l'échec. Et très jeune, j'ai perdu la personne qui m'a construite, ma grand-mère maternelle, avec qui il y avait une fusion. C'était incroyable. J'ai pas passé une nuit sans lui donner la main. Donc ça a été la première épreuve de ma vie. J'avais 14 ans. Puis après, mon mari a eu un premier AVC qui a été compliqué à vivre, mais on l'a surmonté à deux. Derrière, une rechute d'AVC avec un coma, et où les médecins ont été catégoriques: il ne passera pas la nuit, c'est terminé. Bon courage madame. J'avais 36 ans. J'étais à Paris, il n'y avait pas ma famille, il n'y avait pas mes enfants, le ciel m'est tombé sur la tête. Je m'y attendais pas du tout. Ça a été un long parcours, ça a duré 3 ans. Et donc c'était le 25 dans la nuit du 24 au 25 juin 2009. Mon papa est venu, mon papa avec qui j'étais très fusionnelle et qui était un papa extraordinaire, est arrivé tout de suite du sud pour m'accompagner dans ce combat. 3 mois après, Mousse était toujours dans le coma. On le disait dans le coma, mais moi je savais qu'il était réveillé depuis et qu'il m'entendait parce que je communiquais énormément avec lui. J'étais H24 à l'hôpital. H24, je ne l'ai jamais lâché. Les médecins, je leur disais, il est réveillé, il a bougé. Ils me disaient, non, vous voulez tellement qu'il se réveille que c'est dans votre imaginaire. Ok. Donc j'ai laissé, mais je me suis battue quand même. J'ai eu des portes qui se sont ouvertes. J'ai cherché les meilleurs médecins sur Internet. En plein mois d'août, j'ai réussi à trouver le meilleur neurologue dans le même hôpital, mais comme c'était en réanimation polyvalente,
parce qu'on ne pouvait pas le mettre en réanimation neurologique. Parce qu'il était malade, il a eu un AVC, donc ça dépend de la neuro. Mais comme il était dialysé, on ne pouvait pas le mettre qu'en neuro, donc il était en polyvalent. J'ai trouvé un neurologue, le plus grand professeur de neurologie qui est connu dans le monde entier. J'ai appelé son secrétariat en plein mois d'août. Je me suis dit, il va être en vacances, mais c'est pas grave. 5 minutes après, le médecin m'a rappelé. J'ai eu un rendez-vous 1 heure après. Le médecin m'a reçu. Il m'a dit pourquoi moi? Je lui ai dit parce que vous êtes le meilleur. Il m'a dit mais vous savez que déontologiquement, je ne peux pas intervenir dans un service où le patient n'est pas dans mon service. Je lui ai dit je m'en fiche. Je veux que vous veniez voir mon mari. Il m'a dit je ne peux pas. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était mon dernier. Pour moi, il n'y a que lui qui pouvait déclarer ce réveil parce que je voyais vraiment quelque chose. Et puis le professeur, curieux de ce que je lui racontais, et je pense passionné par son métier, a enfilé sa blouse et m'a dit allez on y va. Il est venu, il m'a dit par contre vous restez dans la salle d'attente parce que je vais m'attirer les foudres de guerre de l'autre service, vous restez dans la salle d'attente. Et surtout c'est pas vous qui me faites venir. Ok. Et puis j'étais dans le couloir et j'entendais Monsieur Pierre Diouf, m'entendez-vous? Monsieur Pierre Diouf. Alors Mousse, sachant que son vrai prénom, son état civil, c'est Pierre Moustapha Diouf. Sauf que là, Pierre, personne ne l'a jamais appelé Pierre, d'autant plus une voix inconnue, Pierre Diouf. J'ai dit ça va pas le faire. Je suis rentrée dans le couloir et je faisais des signes au médecin, Mousse, Mousse, pas Pierre. Et il faisait les gros yeux, il m'engueulait. Et puis il n'y arrivait pas. Puis il m'appelle, il me dit rentrez, parlez-lui. Je dis Mousse, c'est Sandrine. Tu peux me faire un signe s'il te plaît? Ne bougez pas. Mousse, s'il te plaît. Et en même temps, j'avais les larmes qui pleuraient de détresse en me disant, il bougeait pas. Et j'insistais, et j'insistais. Et plus j'insistais, plus j'avais l'impression que, en fait, c'était vraiment. Et là, je me disais, en fait, les médecins, ils ont raison. Il n'y a rien. Puis j'ai dit, je priais. Je suis très religieuse, je suis très croyante. Et je priais, s'il te plaît, s'il te plaît. Et puis j'ai retenté, le médecin, il me regardait désespéré, il avait énormément de peine pour moi. Et j'ai pas lâché. Et puis Mousse, il a fait ça, la tête. Et le médecin, il a regardé, il me dit continuez. Et il bougeait. Et il continuait, serre-moi la main, il a serré la main. Et le réveil a pu être déclaré à ce moment-là. Et puis le médecin lui a fait des gestes, il a appuyé un petit peu sur les aisselles. Ses bras se sont mis à se lever. C'était impressionnant. Et ce professeur en neurologie a pu déclarer le réveil de Mousse. Donc après, il était plus traité comme un malade en réanimation avec une blouse et des machines. On a commencé à lui enlever tout doucement les machines, les ci, les là. Et le lendemain, je suis arrivée, il était assis sur un fauteuil, déjà plus avec une blouse, avec un survêtement. Et déjà psychologiquement pour lui, je pense que c'était, même si on ne se réveille pas comme ça et que tout va bien, hein, il a fallu faire un gros travail. Donc ça, c'était l'épisode de ma vie qui a été très compliqué. Et est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment votre élan d'amour pour lui qui a apporté cette foi et cette intuition aussi qui vous a ouvert vers ce que vous étiez vraiment avec certitude cette intuition qu'il allait se réveiller? Oui, l'amour et l'intuition. Et l'intuition, je savais qu'il m'entendait, je savais qu'il écoutait. Alors c'était quand on regarde les IRM, les médecins m'ont dit: «Regardez, il y a des milliers de trous, ça ne peut pas». Mais le corps humain est super bien fait, quoi. Je veux dire, il y a des vaisseaux qui repoussent, des nerfs qui s'accrochent. Je veux dire, j'ai pas fait médecine et je ne suis pas médecin et je dis pas j'ai pas été contre l'avis des médecins, mais j'y croyais. Je me suis dit: «On peut pas, c'est pas possible». J'avais 44 ans, c'était pas possible et je savais que c'était un surhomme. Et donc ça, c'est une épreuve. Et en décembre, donc Mousse son réveil a été déclaré au mois d'octobre. Mon papa est redescendu dans le sud, parce qu'on est originaire du sud, et ça n'allait pas bien. Et on y a décelé un cancer du pancréas, et il est décédé un mois après, le 24 décembre 2009, 6 mois jour pour jour, entre l'AVC de Mousse et son décès. Donc pour moi, en fait, je crois que j'ai même pas réalisé que mon papa était parti. J'ai fait vraiment
le deuil, en fait, on fait vraiment un deuil. On vit avec un deuil, mais on le fait pas. Réaliser que mon papa était parti quand Mousse est décédé, quand mon mari est décédé. Parce que c'est là que je me suis dit, en fait, mon père est où? Parce que j'étais prise dans le combat, dans la Mmh. dans le schéma de guérison, et pour sauver, j'avais une mission. Il fallait que je Vous avez sauve. une mission, est-ce que Mmh. tu peux expliquer un peu? Ben, en fait, je suis quelqu'un qui lâche pas, Mmh. et encore moins les gens que j'aime ou les gens que j'aime pas. Mais quand je vois qu'il y a une difficulté, ou c'est comme si j'étais, missionnée pour aider cette personne à aller mieux, et pour moi, c'était une mission. La mousse, c'était une mission. Comme quand on est malade ou qu'il faut accompagner on a une mission de cœur, d'âme, je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme une mission. De vraiment prendre soin, Ah oui, déjà de ton mari, ça de c'était mon déjà c'est mari, c'est de mon travail, parce qu'il fallait travailler. J'ai 2 enfants mmh mh. qui, qui sont totalement à ma charge. Isaac était petit, Isaac avait 5 ans, et ça a duré 3 ans. Il avait 8 ans quand son papa est décédé. Mais je faisais les sorties scolaires, le matin, je l'emmenais à l'école. Je faisais des allers-retours parce on avait notre résidence principale à Marseille et mon travail à Paris. Je faisais des allers-retours journée. Je m'organisais, j'avais pris une jeune fille au pair, avec les nounous, avec ma famille. C'était une vraie organisation, mais j'étais pas débordée. En fait, tout se faisait, spontanément. Quand je veux dire, dans mon cerveau, ça allait hyper vite. Parce que le fait de vouloir aider, c'était plus fort, en fait, que Mmh. le reste, Oui, venait, était fluide, en fait, oui, était beaucoup plus oui, enfin, venait naturellement oui. pour pouvoir, organiser tout sur, la se concentrer sur le fait d'aider, en fait, Oui, la parce que j'ai Mousse. entendu plein de fois de dire, «On ne peut rien faire, faut laisser, Sandrine, faut pas s'acharner». Moi, je m'acharnais pas, je suis pas médecin. Moi, j'étais juste à l'accompagner, à lui parler tous les jours. Mais Mais, pour ça, faut que la personne qui est malade aussi, hem, elle entende ça. des fois, je pense qu'elle dor Mousse dormait et je lui parlais quand même. Et combien de fois le personnel médical me disait, «Madame Diouf, allez vous reposer. Quand mon père est décédé, allez veiller votre papa, soyez proche de votre famille, on est là. Et puis Moussi dort, il a eu la dialyse, il est fatigué. Allez, reposez-vous». Mais moi non, c'était pas possible. Même s'il dormait, je lui parlais, je me disais: «Si on l'abandonne et qu'on le laisse, comment c'est l'envie de se réveiller, elle va être où?» Oui, d'être présent, aussi, puis de donner cette envie, en fait, de passer cette vibration aussi d'élan, en fait, hein, Ouais. de mouvement, Je lui mettais de la musique, j'avais piqué sa playlist, je lui mettais en boucle. mmh Mousse était un passionné des Fables de La Fontaine. Je suis restée toute la journée les Fables de La Fontaine. Je lui mettais J'avais pris tous les abonnements possibles, télévisés de toutes les chaînes. Donc il y avait du wolof, il y avait de l'italien, il y avait de l'espagnol, il y avait de l'anglais, il y avait, parce que Mousse parlait toutes ces langues-là, et je voulais que ça continue à travailler. Ouais, qu'ils s'endorment pas, en fait, et Non. de le laisser éveiller Mmh. avec ses passions, avec ses Ouais, centres d'intérêt ouais. et cetera. Et de là, je pense que, alors je ne sais pas comment on pourrait dire, si c'est mon âme intérieure ou, j'ai commencé de plus en plus à ressentir des choses. Quand je sens que je suis en danger pour quoi que ce soit professionnellement ou physiquement, ou mon corps parle beaucoup déjà. Je suis à l'écoute de mon corps. Je me dis: «Quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute». Il faut savoir s'écouter. Et généralement, quoi, la vie m'apprend que effectivement, il faut écouter son corps, il faut écouter sa tête, il faut écouter la petite voix intérieure qui nous dit quand il faut s'arrêter, quand il faut avancer. Et où est-ce que tu ressens ça dans ton corps? Parce qu'il y a une partie précise est-ce que Ah c'est moi, c'est plutôt le dans plexus. l'estomac, Ah le moi, c'est plexus? ouais, ouais, l'estomac et le plexus, ouais, ouais. Donc là, vraiment une gestion des Ah émotions qui oui, se trouve presque à me à dire ce moment-là. à être en apnée. D'accord. Et quand une personne est très négative, heu, mais je peux faire un pas en arrière. Mmh. Pour laisser un espace Ouais, ouais, ouais. de Pas me laisser, de préservation, en fait, ouais, pour me entre la personne et préserver, toi. parce que, ouf, en fait, c'est comme ça que j'ai, Mmh. mais vraiment, Une apnée. ouais. Et donc, ces intuitions que tu pouvais faire quelque chose pour Mousse et puis, même
ta grand-mère que tu as tenue par les mains, Bah, ma grand-mère, etc. c'était la naissance, hein. Depuis toute petite, j'avais besoin de dormir avec elle et de la toucher. En D'accord. fait, les gens que j'aime, j'ai besoin de les toucher. C'est, je suis très tactile. Je ressens beaucoup de choses par mes mains aussi. J'ai besoin de masser, j'ai besoin d'évacuer. On me dit que, ça se travaille. Je ne le travaille pas. Prochaine étape, peut-être, hein? Ça n'est pas mon métier, Mmh, mmh. mais j'ai les mains qui chauffent. Ouais, Dans quel type de circonstances, par exemple? je sais pas, quelqu'un qui est malheureux, j'ai envie de l'aider. Je sens la tristesse. Quelqu'un qui est triste, j'ai envie de la prendre dans les Mais bras. Sandrine, comment elle se préserve avec tout ça? Parce que ça, c'est un élan de bonté, en fait, de pouvoir essayer Beh, d'améliorer l'état des personnes. Mais comment toi, tu peux aussi être préserver ton équilibre pour pouvoir donner cet élan-là? alors je travaille beaucoup pour ne pas penser à la solitude et au manque ou me poser des questions. Donc je suis toujours en train soit de créer, soit d'avancer, soit d'innover. Je suis investie, à 3000 dans toutes mes affaires, dans tous mes business. Je fais tout toute seule. Alors aujourd'hui, je suis entourée d'une équipe qui m'aide. J'ai appris à déléguer, mais c'est compliqué pour moi de déléguer parce que ça va vite dans ma tête et j'ai besoin de continuer à faire travailler, tout cela et pour me préserver, beh, ça m'arrive de partir, 2 jours seule, ou une journée seule à couper, à parler à personne, à méditer, à penser à rien, à voir personne. J'ai besoin de mes silences et j'ai besoin de ma solitude. J'aime ma solitude. Et tu ressens ces moments d'aller vers te concentrer vers toi-même, hein, enfin te ressentir intérieurement. Pareil, quand tu te sens étouffé, à ce moment-là, tu te dis Ouais, il faut que j'aille me préserver et puis ouais, ouais, prendre soin de ouais, moi. j'ai besoin de m'aligner, j'ai Mmh, besoin de me retrouver, de m'aligner. mmh. Moi, l'été, je pars, facilement 1 mois où je coupe tout. Je pars loin, je pars seule. Alors j'ai plein de copines ou même la famille qui me dit: «Mais comment tu peux partir seule et pas partager tout ça?» Non, je fais ce que je veux. Si je veux rester, dans ma chambre d'hôtel, pendant 7 jours, je le fais. Si je veux pas aller dîner au restaurant et me faire des room service tous les jours, je le fais. Voilà, je me remets en forme. Donc ce mois en fait entre parenthèses dont tu as besoin visiblement, c'est comme un espace de liberté aussi où tout semble permis, qui Ouais, permet de, de te construire. Tu vis ce mois-là? mais j'ai besoin de me reconstruire, mais à côté de ça, j'ai besoin des personnes que j'aime aussi autour de moi. Donc je m'isole, je peux rester des week-ends complets, dans ma maison, qui est mon havre de paix, Qui est dans situé? dans le sud à Marseille. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde, où il y a des bonnes énergies, où, heu, c'est ma maison, il y a mon âme, il y a l'âme de mes enfants. Alors maintenant ils sont grands, j'y suis seule, mais je m'y sens bien. Moi, je crois que j'ai ce qui me ressource, c'est d'aller marcher, la nature. Je me rapproche de la nature en prenant de l'âge. J'aime aller voir la mer, les couchers de soleil, tout ce qui est le plus simple, possible, Ce qui est vraiment le sans plus, artifice. voilà, ce qui est le plus naturel et ce qui est accessible à tout le monde finalement Ouais, aussi. ouais, sans Donc, qui artifice, est la beauté marcher, du ouais. monde, qui est la beauté du Ouais, ouais, monde. Mm. je me suis prise de passion pour les chevaux dernièrement. Je suis, face à un cheval, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas. Est-ce que tu dialogues avec avec l'animal aussi? Est-ce que ça t'arrive d'avoir cette intuition Mais j'ai aussi et puis l'impression, de... oui, qu'il me ressent. J'ai l'impression qu'il me ressent, qu'il ressent mes peines parce que, même si je les montre pas, je pense qu'à l'intérieur, il y a des cicatrices. Tu penses que l'animal, il t'aide aussi Mmh. tu parlais tout à l'heure des mains où tu dois Mmh. expulser. Ouais. Donc, est-ce que l'animal, comme une éponge aussi, il va prendre des choses de toi, il Mmh. va comprendre cette peine, il va t'aider Oui. à comprendre cette tristesse, à l'accueillir, peut-être quelque part? Oui, à l'accueillir et peut-être à me donner de la force. Peut-être ça va me
allez, go. Parce que la vie continue, Parce que, parce beh, que bien la sûr, vie est là, bien aujourd'hui. sûr, Mmh. et je suis sûre qu'il va y avoir encore des peines, certainement, des plus on avance dans l'âge et plus, eh ben, on est confronté à des épreuves dans la vie. Sauf que moi, beh, les épreuves, elles ont commencé très jeune. Donc tu as parlé de 3 pertes, de ta vraiment de personnes tellement proches que c'est quelque chose, de grand. Est-ce que, tu penses aussi à un destin que tu peux avoir, une prédestination par rapport à ce que tu devais vivre ici? Ou comment tu vois les choses pour toi? Je pense que je les surmonte. Je pense que je les surmonte avec, on va dire avec le je les accueille. Je suis pas en colère. J'ai pu l'être tout de suite, mais je suis pas en colère. Je me dis: «Si c'est arrivé, c'est je déjà je peux pas j'ai pas pu changer le destin, c'est que c'était comme ça, mais si on m'a mis sur la route de ces personnes-là, c'était pour les accompagner et que peut-être c'était comme ça. Personne, a envie de vivre une maladie, d'accompagner parce qu'on parle des malades, mais les accompagnants, c'est compliqué. On les oublie un petit peu, mais moi, j'ai fait un gros travail derrière moi pour m'en sortir. Qu'est-ce que tu as fait, de manière concrète? J'ai fait beaucoup, d'hypnose, j'ai fait beaucoup de MDR, j'ai été accompagnée parce que mon corps, à un moment donné, a lâché. Je ne pouvais plus conduire, j'étais prise de crises de panique, tous les jours. J'ai eu des moments où je ne pouvais plus sortir de mon lit, des sensations de mort subite, où je m'étouffais et je transpirais des mains, mon cœur qui s'emballait et personne ne pouvait comprendre. On me dit: «Sandrine, respire, il va rien t'arriver». Mais quand on vit la crise de panique, c'est terrible. C'est une sensation de mort subite. On va mourir et ça m'arrivait le jour, la nuit et c'était compliqué parce que, quand on doit amener son petit garçon à l'école et qu'on n'est pas capable de prendre la voiture même pour faire 500 mètres et c'est dans la tête, Donc aujourd'hui, avec le recul, c'est dans la tête. Donc c'est dans la tête. quelle stratégie tu employais dans Alors, ces moments-là? je me suis fait aider. Alors, au départ, on m'a dit: «Sandrine, il faut que tu te fasses aider, que tu vois un psychologue». J'ai été voir un psychologue. Le psychologue était assis sur son canapé: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Racontez-moi votre vie». Déjà, c'est jamais facile à tout raconter. On parle, il me regarde: «C'est fini». «Oui et?» «Bon, on se voit la semaine prochaine». En fait, c'était pas j'attendais pas ça parce que, je savais très bien qu'on m'aurait dit: «Beh, papa, il revient en vie et ton mari, ça y est, on oublie, on gomme, c'était un mauvais passage» et tout repartait à zéro et C'est pas la c'était réalité. pas la réalité. Donc j'ai réessayé. On m'a dit: «Sandrine, c'est peut-être pas le bon. Tu as pas eu d'affinité avec lui. Essaye une femme et c'est un autre homme». Donc j'ai essayé. Jusqu'au jour où on m'a dit: «Écoutez, en fait, c'est votre tête qui va pas, vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste, on va vous donner des médicaments pour soigner vos dents, donc il vous faut des médicaments pour vous aider». Là, j'ai dit: «Mais hors de question, quoi, c'est pas possible». Déjà, mon corps rejette un médicament. Moi, je prends un Doliprane, j'ai tous les effets secondaires. Je me mets à trembler, j'ai froid, c'est psychologique, hein. Je peux pas avaler, c'est pas possible. Le médicament, c'est hors de question. J'ai pris l'ordonnance, mais j'ai été à la pharmacie. Quand j'ai vu les médicaments, j'ai dit: «Je peux pas commencer à» j'avais très peur à rentrer là-dedans, parce que je m'en sortirais jamais. Donc j'ai essayé de faire, donc j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait, de la méditation, hem, j'ai rencontré une super thérapeute qui m'a fait les annales akashiques pour remonter, pour savoir, les blessures d'enfance, pour remonter à pas mal de choses et c'est là qu'on s'est aperçu que je ressentais de plus en plus les choses, que ce que j'imaginais, que j'arrivais à visualiser, beh, ça se passait dans ma vie et je prends soin de moi, énormément, même si on le voit pas et qu'on voit aujourd'hui une femme battante, une femme qui travaille, une femme qui est toujours entre 2 TGV ou 2 avions, qui monte, des affaires, qui travaille beaucoup. Mais à côté de ça, dès que j'ai une heure, beh, j'essaie d'aller, me faire masser. J'essaie de prendre soin de mon corps. C'est vraiment un équilibre. Oui. Et donc ces annales akashiques, est-ce que tu peux
confier aussi ce que tu as pu découvrir et puis ce qui t'a donné cette force, renforcer en fait la force? Dans ma vie professionnelle, je suis une battante. Je pense que j'ai peur de rien. Personne ne m'impressionne. Quand j'ai décidé de faire le deal, je me bats jusqu'au bout, jusqu'à temps d'arriver à faire le deal. Et dans ma vie personnelle, j'ai tendance, je suis un peu maman gâteau. Mes enfants, je ne sais pas leur dire non. Ma famille, je ne sais pas dire non. Les amis, je ne sais pas dire non. Les faux amis, je ne sais pas dire non. J'avais tendance à refaire à chaque fois le même schéma, que ce soit en amitié ou avec des trahisons amicales ou autres, hein. Et je suis tout le temps dans le pardon, alors je continue et je ne veux absolument pas me fâcher, je suis dans le pardon. Alors je ne veux pas me fâcher, je sais. Donc j'arrive à prendre du recul sur des situations que je ne prenais pas avant. Avant, je subissais. Aujourd'hui, je ne les subis plus. Je ne me fâche pas. Je prends du recul, je pardonne, mais pas que j'oublie pas, parce que si on pardonne, c'est pour oublier. Parce que quand on dit je pardonne mais j'oublie pas, pour moi, ça veut rien dire. Si tu pardonnes, c'est que tu tires un trait et tu avances avec la personne. Moi, je pardonne, mais je continue à donner comme si c'était rien passé. Je suis quelqu'un de pas rancunière du tout. Mais mon corps me dit protège-toi, donc je me protège. Et j'avais l'impression que dans ma vie, pour en revenir à cette question, que ma vie personnelle ne collait pas avec ma vie professionnelle. Il y avait un décalage, il y avait cet Énorme, alignement qui était, énorme. qui n'était pas là. Alors ma vie personnelle, je suis une petite fille de 10 ans qui rêve, qui croit en tout. Donc du coup, est-ce que tu peux prendre des enseignements de ta vie professionnelle que tu vas appliquer dans ta vie Non, personnelle? c'est comme s'il y avait 2 Sandrine. D'accord. Je n'arrive pas à me servir de mes leçons professionnelles dans ma vie. Alors là, vraiment, c'est ce que je ressens et ce que j'ai et que à part la personne qui m'a aidée à faire ces annales qui est au courant, Babette, que j'adore. Mais sinon, personne est au courant de ce que je vous raconte. Mais dans ma vie professionnelle, c'est pas un enseignement pour ma vie personnelle. Ma vie personnelle, je suis quelqu'un d'hypersensible, qui aime tout le monde, qui est souvent trahi. Et en fait, les annales akashiques m'ont permise, en fait, c'est une hypnose, on nous parle, et puis on dort sans dormir, on a des images. Je voyais une petite fille pleurer, je comprenais pas. Et puis après la séance, ma thérapeute, Babette, me dit « J'ai vu une vieille dame derrière toi, avec des yeux bleus. Une dame qui a beaucoup subi, une dame qui était soumise. » Et effectivement, moi j'ai un grand-père du côté paternel, qui était routier, qui était sur la route tout le temps, qui était jamais chez lui, qui a fait 21 enfants à ma grand-mère. Pas tous nés, mais ma grand-mère a eu 21 grossesses. Et qui était soumise totalement à son mari. Et ce mari qui avait 36 000 vies certainement. Donc elle m'a dit, j'ai coupé. Parce qu'elle t'a transmis en fait ce que tu subis. Donc il y avait une fidélité inconsciente quelque part aussi par rapport à cette grand-mère et cette soumission de... Mais je l'imaginais pas du tout, hein. Je veux dire, Mhm. moi, la vie de ma grand-mère, je savais que... Après, je me suis posée, j'ai demandé auprès de ma famille, etc. Et on m'a dit oui, effectivement. C'est-à-dire, il faut couper des chemins de vie pour pas les retransmettre non plus. Moi, ce que j'ai peur, c'est que mes enfants subissent ce que moi, je vis aujourd'hui à l'intérieur de moi. Tu as peur, mais tu peux pas avoir peur pour eux en fait, aussi. Oui, mais j'ai pas envie de leur transmettre mes peurs. Je comprends. Donc tu fais le travail Je aussi fais pour eux. Oui, pour eux. Pour toi. Pour Et moi pour eux. et pour eux. Et donc le fait de connaître cette existence de cette grand-mère qui a eu ce parcours, en quoi maintenant ça t'a libéré toi et ça a changé des choses concrètement dans ta vie? Parce qu'on peut pas cloisonner non plus Non, mais en vraiment fait, ça se fait naturellement. D'accord. Ça se fait naturellement. C'est en fait il y a un déclic. Il y a un déclic et le fait que après on y croit ou on n'y croit pas, hein. Je veux dire, il y a des gens, on va dire, elle est complètement folle. Il faut y croire. Et moi, en fait, il faut le vivre. il faut le Il faut vivre. l'expérimenter, en fait. Oui, après... mais je veux dire, moi, tout ce qui fait du bien, pourquoi ne pas le faire?
Je veux dire, ça peut me faire que du bien, ça me fera pas de mal dans tous les cas. Donc ça a été une expérience et puis il y en a eu d'autres aussi, la peur. J'avais tout le temps ce sentiment de peur. Ce mot peur revenait dans toutes mes phrases. Peur de l'abandon, peur de dans le business ça se fasse pas, peur de me fâcher avec un tel, peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur, peur d'être une mauvaise maman, peur de la culpabilité. Culpabiliser quand je devais laisser mes enfants et aller travailler, peur d'être dans le sud alors que mon travail est à Paris. Quand j'étais à Paris, je culpabilisais d'avoir laissé mes enfants, mais de notre côté, c'était le travail, il fallait survivre et personne n'était malheureux. Et malheureux, on est une famille aimante. Donc ce mot me perturbait. Donc tu as été te confronter à la peur pour pouvoir qu'elle se libère aussi, pour Non, pouvoir le. toujours pareil. J'ai fait des annales akashiques, des annales, hypnose, thérapeute, et on s'est aperçu, donc pareil, ils nous font raconter nos vies, notre vie depuis la naissance pour essayer de comprendre les traumas. Et ça, c'était dans l'EMDR qu'on l'a vu, et on s'est aperçu qu'on s'est aperçu, ce qui est vrai. Moi, j'ai commencé à faire des convulsions petites à l'âge de 9 mois, convulsions fébriles dues à la fièvre. Ça a duré jusqu'à l'âge de mes 11 ans. 10 ans. Dès que j'avais de la fièvre, j'ai été énormément hospitalisée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Je pense que mes parents, c'était très dur pour eux aussi d'avoir un enfant comme moi qui suis maman aujourd'hui, donc je me mets un peu à leur place. Et quand j'ai expliqué à la personne qui me faisait le MDR, je disais, mais mon papa gérait très bien. Quand je faisais des convulsions, ma mère était une trouillarde, mais autant mon papa me prenait dans ses bras, il me mettait dans la glace en attendant les pompiers. Et je lui disais, il gérait bien. Mais elle me dit, oui, pour vous, il gérait bien. Mais lui, certainement, il avait peur. Et quand il vous prenait dans ses bras en attendant les pompiers, peut-être que à travers les yeux, vous voyez sa peur qu'il vous a transmise. Toi seul peux répondre, mais en tout cas, ça a ouvert beaucoup de perspectives. Ça m'a ouvert, voilà. Voilà. Et ça m'a donné des réponses à des choses que je comprenais pas. Je comprends. Comme quoi, merci Babette. Quand même, elle t'a vraiment aidé pour oui, ce chemin. Énormément, énormément. Moi, je suis vraiment pour, je veux dire, alors autant les psys, ça m'a pas trop, j'ai pas trouvé mon élément. Mais par contre, tout ce qui était spirituel, j'ai besoin, j'ai besoin de rentrer dans une église, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de toucher la pierre, j'ai besoin de la pierre quand je suis dans l'église, sentir ce froid, sentir je sais pas comment l'expliquer en fait, là, quand je te parle. Mais moi, je rentre dans une église, il faut que j'allume un cierge, il faut que je fasse mes prières, il faut que je remercie, je dis merci tout le temps, merci, 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 même dans les épreuves. Hein. Merci pour cette journée, merci de mes enfants sont en bonne santé, j'ai mon travail, j'ai un toit sous la tête, j'ai un travail qui me passionne, je suis passionnée par tout, j'aime les gens, j'ai pas de rancœur envers personne. Donc, quelle est la place de la gratitude dans ta vie? Elle est énorme, c'est là. Moi, je vois la lune, je dis merci à la lune. Donc, tu parles à la lune, oui. Tu m'as confié. Comment ça se passe un dialogue avec la lune? Comment on parle à la lune? Je la remercie de m'envoyer cette lumière. Je lui dis merci. Si c'est pour des travaux merci pour m'avoir donné satisfaction dans mon travail. Je lui dis, j'ai des dossiers un peu compliqués, là, j'aimerais que tu m'aides. Si je sais que mon fils, ça va pas trop bien, de mes fils, ça va pas trop bien, qu'il a un peu de galère, j'ai dit, tu peux aider un peu Gaëtan, tu peux aider Isaac, tu prends soin d'eux, tu nous lâches pas, on compte sur toi, t'es belle, et je la trouve tellement belle. Je suis tout le temps en train de me dire, t'es belle. Vraiment comme une complicité, comme une amie, en fait, à qui on va confier aussi ses... Ah non, mais là, on va prendre vraiment pour une disjonctée. Mais non, mais chacun va trouver, comme tu as parlé tout à l'heure, que toi, ce qui t'a aidé, c'est les annales akashiques, et puis c'est l'hypnose. Après, d'autres personnes, ça va être d'autres choses. Mais toi, en tout cas... Ah non, mais je suis très spirituelle. Je suis fascinée par les gens qui parlent, qui ont des histoires à raconter, je suis vachement à l'écoute. J'écoute énormément. Et tu fais la différence entre la spiritualité et puis d'être croyante, en fait. Oui. Tu as dit, j'ai une religion, etc. Oui. Donc, il y a vraiment deux niveaux différents. Oui.
je suis catholique, j'ai besoin d'aller parler, je fais mes prières, j'embrasse ma Vierge, et je suis, et ça m'aide, hein, ça m'aide à avancer. La la ma foi m'a aidée à surmonter les épreuves. Est-ce que tu as des habitudes de faire des demandes, dans la formulation des demandes ou, comme tu as dit tout à l'heure, «Prends soin de mon fils», et cetera? Non, je pense que c'est en moi. J'ai pas de rituel. Je m'endors en priant, j'ouvre mes yeux, je suis heureuse je dis merci. Je suis beaucoup dans la gratitude, beaucoup à dire merci et même quand il y a des gens qui me font un petit peu de la peine, c'est pas grave. Je vis l'instant, ça va leur passer. Ils étaient fâchés, ils ont eu peut-être, une journée difficile et même si je suis persuadée que c'est autre chose, mais je veux pas penser à cette vilaine chose. Comme si tu étais confiante en fait, dans la vie, en fait, dans la source, Oui. vraiment de la vie, Mmh. qui est plus importante, qui prend plus de place et qui arrivera à Oui. surmonter Alors tout, je en peux fait. être fâchée, en colère, hein, Mmh. à l'intérieur de moi. Mmh. Et même envers la personne. Je peux lui dire: «Tu m'as blessée, ça m'a fait mal, c'est pas gentil». Alors avant, je le gardais en moi. Maintenant, je l'extériorise, je le dis. Alors peut-être que la personne va me dire: Je l'ai pas fait dans ce sens, je voulais pas te blesser» ou elle va pas me donner de réponse. Ben, il y aura une ré pour moi, c'est voilà. Je suis quelqu'un d'impulsif, donc je vais le dire parce que j'aime pas garder les choses en moi. Choses que j'ai subies pendant des années à garder en moi, des choses qui m'ont détruite. Et aujourd'hui, j'ai besoin de le dire, même si ça fait pas, plaisir, parce que ça ne fait jamais plaisir d'entendre qu'on a fait de la peine à une personne et après c'est fini et après je suis capable de prendre cette personne dans les bras Le pardon. et de lui dire: «Allez viens» et c'est Mmh. presque moi qui l'excuse Mmh. et qui lui demande pardon d'avoir Mmh. agi comme ça. Bah, c'est des preuves d'amour, hein, on ressent tellement d'amour partout dans ta vie, donc Mais c'est vrai, même cette si on me fait abondance du mal d'amour. et que c'est Mmh. moi qui vais me Mmh. pardonner ou expliquer qu'on m'a fait du mal. Mmh. Mais après, alors il y a une personne et j'ai pas envie d'en parler dans ma vie, que j'arrive pas à prendre dans mes bras et que je lui ai pardonné. Je l'aime, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à la prendre dans mes bras, je n'arrive pas à je lui ai pardonné, je lui pardonne et je sais qu'elle existe et qu'elle est là, mais je il y a des choses que je ne peux pas et Pas encore. pas encore. Peut-être C'est que ça viendra, oui. mais pas Mmh. encore. Alors je ne veux surtout pas être fâchée avec. Je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là, mais je ne suis pas prête encore à faire ce chemin que je fais avec les autres. Et pourtant, tu m'as parlé que tu faisais pas mal de visualisation, enfin, pas Mmh. mal de visualisation. Est-ce que à ce moment-là, tu peux la visualiser aussi, de la prendre dans tes bras à un J'y arrive moment? pas. D'accord. Il y a des choses qui t'empêchent encore. J'ai un blocage. J'ai un blocage et mais ça viendra parce qu'avant je ne voulais plus j'arrive à en parler, tu vois? Mmh. Je me surprends à en parler. Sereinement. Je me surprends à en parler. Mmh. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors peut-être qu'il y a des choses enfouies dans ma tête qui sont pas encore Bien clarifié bien et qu'on, clarifiées et je veux surtout pas avoir d'explications en plus. Je veux plus rien sa quoi. Elle est là, on sait pas, on n'est pas fâchés, on se voit pas, on sait qu'on existe, on se fait les anniversaires, je l'embrasse quand je la croise parce que je veux pas rester fâchée, mais heu, mais ça s'arrête là, il y aura peut-être un moment. Voilà. Il faut que ce soit une peut-être. volonté aussi des 2 peut-être, hein? Mmh, C'est ouais. ça aussi. Mmh. Non, non, mais il y a la volonté de l'autre côté, mais moi, c'est compliqué et après, il y a d'autres aussi épreuves de ma vie, des gens qui ont fait du mal à pour moi, qui ont disparu de ma vie, bah, ils ont disparu et là, par contre, il y a pas de pardon, il y a pas on n'est pas fâchés, ils font leur vie et je fais la mienne, hein. La vie continue. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qu'on croise, mais qui ont un rôle à un moment donné et Beh, puis c'est ce que après je qui me dis, je me dis: «Il y a disparaissent. des gens» Mmh. j'en veux pas parce que, alors autant quand, j'ai vécu des épreuves, il y a des gens qui étaient là et qui ont disparu de ma vie. J'ai pu sur le coup peut-être, c'était trop frais, le décès de Mousse, en vouloir à la terre entière en disant: «Les personnes étaient là, puis après elles nous ont oubliés, heu, elles sont plus là». J'ai pu le dire parce que peut-être je le pensais parce que je les aimais et que ça m'a blessée.
Mais aujourd'hui, pas du tout, parce que je me dis: «Elles ont été là au moment où il fallait être là. La vie, elle continue pour elles aussi, elles peuvent pas être de partout». Donc aujourd'hui, vraiment, je suis en paix avec ça. Je leur en veux pas et je leur dis: «Merci d'avoir été là pendant ce chemin de vie». Sans les excuser en fait, mais sans doute ce chemin commun était juste au Était là, moment où voilà. Et je me dis: c'était «Elles ont leur important. vie» et je veux dire, je suis personne pour leur dire, «Tu dois rester dans ma vie toute ta vie». Le sport tu parlais du corps, hein, donc le sport est très important aussi dans ta vie. Oui. Tu es une grande sportive. Alors Est-ce que ça t'aide j'ai pour été une cette sportive de haut niveau, jeune. mmh Ça m'a énormément aidée dans toutes les épreuves de ma vie, parce que je suis une battante et c'est certainement ça qui m'aide et qui m'a aidée à passer toutes mes épreuves et je continue aujourd'hui, ça me fait du bien. Donc c'est-à-dire que c'est aller à la performance ou tu ressens en toi que c'est possible, ça t'ouvre ce chemin des possibilités, ça va creuser en toi, une énergie d'endurance aussi, plus importante? Quelle est l'utilité vraiment dans ton Aujourd'hui, parcours? je sais même pas si c'est de la performance ou de l'entretien. J'ai quand même cette volonté de me surpasser, hein. Parce que quand je fais, du sport, c'est, les poids, ma coach lui dit: «Vas-y, hein, on voit, hein, à me faire mal, hein». J'ai besoin de sentir, cette douleur dans mon corps. C'est-à-dire c'est pas de l'entretien et c'est pas non plus pour me faire du bien, partir, marcher, non. Je vais dans une salle et je lui dis à Julie: «Envoie». Et tu trouves une gratification, Mmh, après avoir abouti mmh, ouais. à des challenges que tu Je me t'imposes performe, en ouais, fait? je me performe. Je me challenge toute seule. Et ça, c'était utile au milieu professionnel, j'imagine? Oui, Donc tu es dans l'immobilier, off, oui. des marchés off. Tu parles d'une manière de travailler authentique, d'un immobilier authentique. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors authentique, c'est en fait, les personnes alors le client me connaît pas, sauf si c'est des clients que j'ai depuis longtemps et qui reviennent et cetera, des recommandations et encore ils me connaissent pas dans ma vie privée comme ce que je peux vous raconter, là à tout le monde, aujourd'hui. En fait, quand je vends un appartement, je vends comme si je me le vendais à moi. Je peux pas vendre quelque chose qui est, heu, qui est pas à son juste prix, quelque chose un appartement qui a pas de points extra, positifs, ou qui est pas un bon investi. Je suis plutôt dans leur dire, si c'est un super coup, même si des fois c'est des choses très chères, en me disant: «Vous perdrez pas d'argent» et j'en suis sûre et moi mon but c'est que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils me rappellent en me disant: «Sandrine, on veut vendre, on a vécu de super moments ensemble», et cetera. Donc je suis très empathique avec le client, autant vendeur qu'acheteur. Quand on me dit, «J'ai tel budget», je vais pas aller, leur proposer, parce que je sais que c'est monsieur ou madame untel, quelque chose qui est, pour surpayer, c'est pas possible. Donc c'est des ventes naturelles, en fait, qui se Oui font, et naturellement, déjà je suis pas passionnée, forcées. j'adore mon métier, mais vraiment. Si j'aurais pu, ouvrir, une chaîne, ou un WhatsApp où tous les gens s'y mettent et qu'ils ont des questions à me poser, parce qu'ils veulent acheter avec une autre agence, qu'ils ont des doutes sur quoi que ce soit, et je serais en permanence en train de leur répondre parce que j'adore. TMD. Mmh, C'est le fil conducteur quand même j'adore ça. Mmh, j'adore ça de cet entretien, et de cette c'est vraiment quelque conversation. chose que Mmh. j'aurais aimé faire, mais je pense que Mmh. c'est pas possible. Après peut-être qu'il y a un téléphone rouge, ou je ne sais pas, un téléphone vert Mmh, mais ça, pour c'est pouvoir vraiment répondre. C'est que une piste. j'aimerais, même si c'est avec une autre agence, hein, je veux dire avec notre agent immobilier, mais qui ont un doute sur quoi que ce soit, bah, qu'ils puissent m'appeler et leur dire: «Foncez, passez Ou pas à côté» ou «Attention». ou pas. C'est ça, dans les 2 sens. Parce que tu as cultivé aussi ton intuition, donc Ouais, et ton expérience fait que tu vas plus vite. oui, Tu peux apporter cette expertise aussi, ouais, de manière aussi, professionnelle et concrète, oui, en oui, fait. oui, oui, voilà et puis mes enfants, je les pousse parce que je sais qu'ils sont capables de faire des choses. Pareil, Donc tu parles de tes enfants, quel rapport tu as avec tes garçons? hyper fusionnel. Mais j'ai appris à lâcher un peu parce que j'avais tendance à un petit peu trop les materner et c'est des hommes, il faut qu'ils se construisent. Je suis très fière d'eux, mais je sais qu'ils peuvent faire encore.
qu'ils ont encore de belles choses qui arrivent. Il ne faut pas lâcher. Donc je les motive. Tu les motives, tu les challenges, tu donnes de l'espérance, tu donnes... Challenger, après je ne veux pas leur imposer ce que moi Ouais. un peu je m'impose, hein. Mais je leur fais comprendre indirectement. Vas-y, ton chemin il est là. Ils t'écoutent. Et quand des fois non, pas du tout, c'est 2 garçons. Pas du tout. Mais après quand c'est positif, «Ah maman, ouais, tu avais raison». Mais je les laisse, hein, je les accompagne, du mieux possible dans leurs choix, dans c'est leur vie. Mais alors des fois je suis pas d'accord, mais c'est leur vie et je respecte leurs choix et je les accompagne du mieux que je peux. Mais j'ai 2 chouettes garçons, Ils ont quel âge aujourd'hui? 21 ans et 32 ans. Je suis très, très fière de mes garçons. Ils sont installés aussi vers Marseille ou ils sont... J'en ai un qui est dans le sud de la France Mhm. et j'en ai un qui est à Poitiers. D'accord. Qui est à Poitiers pour des raisons sportives, parce qu'il est sportif, et mon grand qui est dans la vie professionnelle. Mais on est très famille, hein. Ce lien familial, social aussi, familial, permet aussi d'entretenir ces intuitions-là, aussi de travailler, de muscler aussi ce qui vient de l'extérieur. Oui, mais après, pas tout le monde est au courant de ce que je ressens ou pas. Alors, j'ai mes cousines avec qui on est très proches. On essaie de se voir le plus souvent possible et je suis très spirituelle, donc elles le savent. D'ailleurs, toute ma famille sait que je suis très connectée. Donc, on en parle et sans jugement, parce qu'après, on n'est pas tous obligés de croire en ce que l'autre ressent. Donc, tu respectes, bien sûr. Ouais, donc il y a du respect. Mais oui, ma famille me permet à me construire, à avancer, à croire en moi. Ils sont fiers de moi et ça me fait du bien. Pour cette envie toujours d'aider les autres, tu as des engagements dans des associations, dans des... Oui, je suis marraine d'un orphelinat au Maroc, parce que je suis très attachée au Maroc par rapport au peuple marocain qui ont été là et qui sont toujours là dans des épreuves de ma vie. Et j'ai énormément de respect pour ce peuple. Comme je ne savais pas comment rendre le bien qu'ils me donnaient, qu'ils me procuraient, j'ai décidé d'adhérer et d'être marraine d'une association d'orphelins entre 0 et 24 mois Au Maroc. au Maroc. Alors pourquoi pas la France? Parce que je suis très attachée à ce pays et que ce pays m'a fait du bien et me fait du bien. C'est un endroit où d'ailleurs, quand on parle que je pars m'isoler pendant un mois, c'est là-bas. J'ai besoin de me retrouver. J'aurais envie d'embrasser le sol marocain quand j'arrive au Maroc. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus énergétiques que d'autres au Maroc aussi, où Pendant des années, on était à Marrakech, pendant des années. Maintenant, j'adore Rabat, j'adore Tanger, j'adore Tétouan, j'adore Chefchaouen, j'adore Fès. J'ai appris avec les années à découvrir le pays, le royaume. Et les gens sont tellement riches d'amour, ça me fait du bien. Donc tu te nourris aussi Ils me font du bien. de ce partage. Mhm. Ils me font énormément du bien. Donc c'est l'énergie vraiment... La mer, alors j'ai besoin de la mer, j'ai besoin de la montagne, et au Maroc, on a un peu tout ça, hein. On l'a en France aussi. Je vis à Marseille, j'ai la mer et j'ai la montagne. Mais le peuple me fait du bien. Je trouve qu'il y a une humanité. Ils sont dans le don, ils sont dans l'écoute, ils sont c'est un peuple riche en amour. Moi, il me donne beaucoup d'amour. Ils te donnent beaucoup d'amour, et toi de donner, donc d'être marraine pour cet orphelinat, qu'est-ce que ça t'apporte aussi pour toi? J'ai l'impression de leur donner ce qui m'apporte, de leur rendre un peu ce qui m'apporte. Et ils me font tellement de bien que comment leur rendre cet amour? Et c'est des générations futures Oui, en même donc temps. je le rends à ces petits bébés et puis au personnel, je veux dire, il faut voir ce que le personnel, c'est ce qu'ils font. Et puis, j'ai baigné 3 ans dans les hôpitaux, je sais que le personnel soignant, c'est des gens... J'ai même songé après à vouloir refaire une formation pour entrer dans le milieu hospitalier. Une prochaine vie peut-être? Qui Peut-être. sait? Je me suis même dit, parce
Parce que moi qui ai vécu dans les hôpitaux pendant 3 ans, là, quand j'accompagnais, je me disais, mais comment, nous, il n'y a personne pour nous, en fait. Et je me disais, il faut peut-être ouvrir une antenne pour les parents, pour les enfants, pour les gens qui attendent, qui ont besoin d'être accompagnés. Parce que quand on nous dit votre fils, votre mari, votre oncle, votre tante, votre père, votre mère, elle va pas passer la nuit, ou... c'est dur à entendre. C'est C'est terrible. terrible. C'est violent, c'est d'une violence. Donc j'avais pensé à ça aussi. En fait, j'aimerais avoir 10 vies, 100. Compliqué. Tu es déjà une femme très, très énergique, donc tu mènes. Quelles sont un peu ton actualité, ta volonté vraiment d'investissement dans certaines, dans d'autres causes également. Donc là, il y a les hôpitaux, il y a l'orphelinat, c'est le devenir aussi c'est les enfants, c'est les bébés, donc c'est. Ouais, c'est les aider à avancer. J'aime aussi les personnes en difficulté à essayer à leur trouver, à leur dire, écoute, on pose à plat, on va réfléchir. Et des fois, c'est des questions que je me pose même pas moi pour avancer dans des bugs que j'ai professionnellement. En fait, je suis capable de mettre tout en stand-by de mon côté pour gérer leurs problèmes. Le téléphone vert, comme tout à l'heure pour l'immobilier, mais là c'est pour les. Ah ouais, mais ça, c'est tout le temps. Alors aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'accompagne. J'ai des négociateurs sur Paris, j'ai monté mon agence à Marseille. Mais demain, la personne que j'aime vient me voir, Sandrine, j'ai besoin de toi, ben, je coupe tout et je pars. Le cœur sur la main. Ouais, les deux. Les deux. Et comment ta définition du bonheur justement par rapport à ça? Est-ce que c'est le don? Est-ce que qui est intégré Ben, dedans? il faut pas être, il faut donner. Il n'y a pas de secret. Et puis, faut croire en soi, les épreuves, quand je vois, on va tous passer par là, tout le monde est passé par là, on perd un mari, on perd une femme, on vit une maladie, on la surmonte, on la surmonte pas. Une femme, eh ben, son mari va demander le divorce, un homme, la femme, eh ben, elle demande le divorce, elle part, c'est la fin du monde, mais c'est rien, la vie elle est courte, arrêtez. C'est des passages, c'est de la vie. L'essentiel, c'est mon moi intérieur. Qu'est-ce que je veux à ce moment-là? Il faut que toutes ces personnes puissent se poser la question. C'est quoi? On va vivre malheureux toute notre vie? Quel est le besoin qui doit être Voilà, c'est vraiment notre bien-être. Alors, il y a des gens, là, je parle par exemple, un exemple de divorce. Bien, on divorce. Moi, j'ai envie de leur dire, attends, tu divorces. Moi, mon mari, je me suis retrouvée à 36 ans veuve. J'ai demandé, moi, à 39 ans, non, à 36 ans, mon mari était malade. À 39 ans, j'ai enterré mon mari. J'ai pas demandé à enterrer mon mari. Donc, quand aujourd'hui, tu me dis, mon mari s'est barré avec une femme, il divorce, il demande le divorce, ben quoi, tu préfères le voir sur son lit de mort en train de partir? C'est pas grave. Tu es en vie, il est en vie. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, et si tu ne rencontres pas, la vie, elle continue. Les gens, ils ont tendance à s'enfoncer, mais regardez en haut, regardez le ciel, avancez. c'est une dramatisation ambiante en fait aussi qui fait que mais Oui. là c'est relativisé par rapport à Oui, la mais je veux réalité. dire, on a des enfants, on a tous, on a tous été mariés, on a tous. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la vie qui veut ça. Sauf que les gens se réveillent. On n'a qu'une seule vie. Et si on va passer notre temps à pleurer parce qu'on est malheureux, à pleurer parce qu'on a un échec professionnel, à pleurer parce que on a un petit rhume, à pleurer parce que c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Moi, j'ai eu un accident de voiture où on m'a dit immobilisation, la jambe, tu peux pas bouger, énorme entorse, et j'avais une cheville qui était énorme. Le lendemain, mon fils venait de signer dans un club dans le nord de la France. Je devais lui emmener toutes ses affaires. J'avais un avion à 11h du matin. Je dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire? C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, mon mental a été plus fort. Mmh. J'ai pris mon avion, j'ai pris mes valises, j'étais sans béquille. Ma cheville, eh ben, elle était redevenue normale. Alors le soir, je dis pas, hein, ça chauffait, ça gonflait un petit peu. Mais la journée, j'ai fait une vie normale. Je me suis dit, j'ai pas d'entorse. La volonté. Ben oui, Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à la Sandrine d'aujourd'hui? de prendre un peu plus soin d'elle. Même si j'essaie de prendre soin de moi et de m'octroyer des moments pour moi,
d'essayer de... Je ne sais pas recevoir, en fait. Je me Mais pour le suis... Maroc, ça a marché. L'amour qu'on me donne, oui, Voilà. oui, 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 oui. Oui, le Maroc, ça... Mais c'est, je veux dire, maintenant, avec mes affaires et ma vie professionnelle et de chef d'entreprise, je peux pas faire ce que je veux. J'ai des équipes à gérer, donc j'ai tendance à un petit peu m'oublier. Donc, on peut souhaiter que Sandrine prenne plus soin d'elle, Oui, c'est ça? et qu'on prenne soin de moi. Et qu'on prenne soin de toi. Et est-ce qu'il y a un enseignement que la Sandrine d'aujourd'hui vous pourrait donner à la Sandrine plus jeune? Non, parce que, en fait, c'est la Sandrine plus jeune qui m'a enseigné ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est l'inverse, Oui, c'est la plus jeune qui va, oui, qui m'a aidé à, qui est à le parcours devenir, logique oui, de la Sandrine oui, d'aujourd'hui. oui. Donc on a parlé de tes souhaits pour toi. Mm. Est-ce que tu as aussi des souhaits pour le monde actuel et comment tu vois le monde de demain? Ben déjà, c'est d'aimer son prochain, et si tout le monde essaie de prendre soin de soi et d'être gentil, on doit pouvoir discuter, en parler et accepter surtout. Faut pas être négatif, faut être positif. Quand on nous dit non, alors sur certaines situations, je parle pas du côté professionnel là, je parle du côté quand il y a des gens qui peuvent plus, qui partent de nos vies, ben, il faut l'accepter, il faut se dire que c'est comme ça, il faut pas culpabiliser, il faut pas se faire de mal, il faut être dans l'acceptation. Dans l'acceptation de voir son prochain heureux et essayer de trouver des solutions à être heureuse. Moi, avec toutes les épreuves de ma vie, je suis heureuse aujourd'hui. Je suis heureuse. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup pour tous ces espoirs et dans ton expérience qui permet quand même de donner, de voir la vie d'un autre regard, hein, et je pense que ça sera très enseignant pour les personnes qui nous écoutent. Merci Merci à Sandrine d'être toi. venue. Très bientôt pour un nouvel interview, une nouvelle conversation dans The Happy Rise.